Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. Face à la crise que nous traversons actuellement au Liban, nous avons décidé de consacrer cette émission aux journalistes. Aux quatre coins du monde, les menaces auxquelles font face les journalistes dans l'exercice de leur profession sont multiples. Violence, intimidation, meurtres, enlèvements, prise d'otages, harcèlement hors ligne et en ligne et détention arbitraire. Le Liban n'est pas en reste, les journalistes sont trop souvent, beaucoup trop souvent, soumis à de fortes pressions. Mais au-delà de la pression, quelques jours après l'assassinat de notre confrère Issam Abdallah, visé par un tir israélien dans le sud Liban, c'est un autre danger qui les guette. D'autres confrères blessés avec lui sont encore hospitalisés, certains dans un état grave. Deux d'entre eux sont des femmes. Oui, les femmes reporters sont aujourd'hui sur tous les fronts. Elles sont de toutes les batailles, elles sont aussi de tous les dangers. Nos invités aujourd'hui sont Victoria Verling et Zena Bassil Chamroun et nous aurons une intervention exclusive de la reporter Carmen Joukhadar, blessée dans le sud Liban depuis son lit d'hôpital. Merci d'être avec nous, Victoria. Merci. Merci d'être avec nous, Zena. Merci. Alors, Zena, vous êtes reporter à la MTV. Vous faites du terrain depuis 2019 à la MTV. Avant cela, vous étiez journaliste dans la production et puis aussi, vous étiez journaliste pour le quotidien An-Nahar. Une question rapide que de nombreuses personnes se posent. Psychologiquement, vous qui avez couvert les manifestations, vous qui avez couvert, vous qui avez accompagné les familles des victimes de l'explosion du port de Beyrouth, combien est-ce que c'est difficile pour un journaliste? En fait, un journaliste ne peut pas être détaché des événements qu'il couvre. Un journaliste doit faire son travail par amour et par conviction. C'est pour cela, quand vous m'avez posé cette question, comment vous faites de rentrer à la maison et de faire ce détachement, surtout avec les familles des victimes. Pour moi, n'importe quel sujet un journaliste couvre ne peut pas faire un détachement. Même si c'est un événement culturel ou bien social, un événement culturel, tu te sens, si tu le fais avec amour, tu écoutes les sentiments de l'artiste. Si tu fais un sujet social, tu écoutes les gens, tu sens avec les gens. Alors, pour moi, il n'y a pas un sujet pour un journaliste qui est plus important qu'un autre sujet. Mais disons qu'on veut parler des familles, des victimes de 4 août. En fait, avec eux, c'est un peu plus poussé parce que, comme on le sait, ces familles, chaque 4 du mois, ils font un sit-in pour revendiquer la justice de leurs proches. Alors, pour 3 ans, les suivre chaque mois et d'écouter leur frustration, leur peine, de ne pas pouvoir arriver à la justice, bien sûr, ça noue une autre relation. Moi, je suis pour eux comme un membre de la famille. Et en plus, ce qui est très important, c'est que depuis 3 ans jusqu'à maintenant, je les vois changer de vie. Par exemple, la famille d'Alexandra, ils ont un bébé maintenant. Il y a une maman qui a le cancer maintenant d'un des victimes. Il y a la maman d'Elias Houri qui a fondé une association. Il y a William Noor qui s'est marié. Alors, tu rentres dans les détails personnels de ces familles. C'est pour cela que tu es plus attaché. Mais en général, quand tu travailles par conviction et par amour, tous les reportages et tous les sujets, tu te sens que tu fais partie de ces sujets. Et ce qu'on voit maintenant à Gaza, les journalistes, aujourd'hui, j'ai lu qu'on a 17 journalistes qui sont morts sur le terrain et qui refusent de quitter Gaza malgré ce qu'on voit et la guerre qui est très dure. Et ça explique parce qu'ils ont la conviction et ils ont l'amour pour leur pays, pour la Palestine, et ils ont la conviction de revendiquer leur terrain. Est-ce que vous vous sentez solidaire de ces journalistes à Gaza? Beaucoup de respect pour ces journalistes. Pour moi, ce sont des héros. Je n'ai jamais vu des journalistes qui ont à ce point la détermination et la conviction et la résistance.
et la résistance. Bien sûr, on va parler de détermination aussi avec vous, Victoria. Vous êtes reporter et co-directrice du bureau des reporters ici à Beyrouth. Cela fait 4 ans que vous êtes au Liban, vous êtes française pour les personnes qui ne le savent pas. Vous avez couvert l'actualité, notamment les manifestations, la révolution, l'explosion du port. Alors, ma question pour vous en tant que journaliste française au Liban, combien vous vous sentez proche du pays et des événements que vous couvrez? Alors déjà, en tant que journaliste, c'est vrai qu'à partir du moment, je pense, où on voit que des humains sont touchés, il y a déjà de base le fait que des humains soient touchés, ça nous touche. Mais c'est vrai que mon attachement au Liban joue énormément. Ça fait 4 ans que je suis ici, j'étais déjà venue avant. Et pour moi, c'est vraiment devenu un second pays. Et je m'identifie en partie aux Libanais, pas complètement parce que clairement il y a des choses on n'a pas forcément vécu les mêmes choses. Les Libanais ont des traumatismes, voilà, ils ont vécu la guerre, etc. Donc la comparaison ne peut pas être totale. Mais je m'identifie à certaines choses qu'ils ont vécues. Et c'est vrai que je me suis donné pour mission, à mon échelle, de rendre justice en fait à ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement de couvrir des sujets de société, que ce soit les manifestations, mais aussi de choses, voilà, des histoires peut-être plus cachées, d'aller voir des gens qui vivent voilà, des choses difficiles, qui vivent dans la pauvreté, etc. Je trouve que c'est important aussi de leur rendre hommage et de parler de ce qu'ils vivent, en essayant bien sûr de toujours trouver le ton juste et de le faire avec humilité autant qu'on le peut. Oui, bien sûr, et on l'a vu dans vos reportages. Vous sentez que c'est difficile au quotidien pour vous en tant que reporter? Oui, c'est difficile en tant que reporter et évidemment en tant que humaine, parce qu'on les voit et je pense que c'est là où c'est très difficile parce qu'on a un devoir d'objectivité en tant que journaliste, mais en même temps on doit être empathique parce que sinon on ne peut pas faire notre travail correctement et si on veut vraiment rendre justice à ce que les gens vivent, eh ben, on doit forcément être ouvert à ce qu'ils ressentent et du coup faire considérer, comprendre leurs émotions et les ressentir. Et c'est parfois dur de trouver le juste milieu, justement, par rapport à Et donc, tout lorsque vous rentrez chez vous, c'est une question que je poserai aussi à Zena. Comment vous faites pour vous détacher d'un sujet qui est difficile une fois rentré chez vous? En fait, je me suis basée un peu sur une technique de SAS. On m'avait parlé une fois quand je discutais avec des militaires de l'armée française, ils me disaient que certains, quand ils revenaient de mission, on les envoyait. Alors évidemment, c'est pas pareil, hein, mais je ne fais pas une comparaison de nos activités, mais une comparaison avec le fait que parfois ils vivaient des choses difficiles et donc on les envoyait quelques jours parfois dans une destination complètement différente pour vraiment couper et avoir qu'ils voient un paysage complètement différent, qu'ils fassent des activités peut-être plus légères. Alors encore une fois, on ne vit pas les mêmes choses sur le terrain, je ne suis pas confrontée aux mêmes difficultés qu'eux, mais du coup j'essaye moi de m'instaurer des mini-sas et de voir par exemple, ça va être rentré, ça va être essayer de couper les notifications si je peux, de regarder un film léger ou une série vraiment légère, hein, vraiment ce ne sera rien d'intellectuel, d'aller au restaurant avec des amis et d'essayer de couper, parfois avec culpabilité, mais avec le temps, j'ai réussi à la mettre de côté parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rendre justice non plus à un sujet si on n'est pas complètement reposé. Et je pense que c'est aussi se rendre service et rendre service aux gens qui nous regardent que de prendre du repos, même si parfois c'est dur de l'assumer. Bien sûr, parce qu'il y a tellement de sujets qu'il faut être prêt psychologiquement et physiquement pour le sujet qui vient. Zena, vous qui avez une famille, je vous pose également la même question. Donc, vous faites comment lorsque vous rentrez chez vous et que dans la journée, vous avez confronté une famille qui a perdu quelqu'un, un sujet difficile, vous faites comment? Je fais ce que Victoria fait aussi, je me coupe un peu, je ne regarde plus les nouvelles, ni mon cellulaire. Quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, je rentre dans la cuisine, je mange et j'essaye d'appeler mes amis. Je fais des conversations qui ne sont pas proches de la politique ni sociale, mais c'est très difficile, comme elle a dit Victoria, parce que c'est dans le système, c'est dans ton système, tu ne peux pas. Mais j'essaye, comme tout le monde, de penser à d'autres choses, de couper, de sortir un peu. Mais comme je dis, c'est très difficile. Comme on le disait au début, je le disais dans l'introduction, il y a de fortes pressions sur les journalistes. Mais aujourd'hui, on est au-delà de ça. On sait qu'il y a une guerre en cours dans le sud Liban. On sait qu'un journaliste a été tué. On sait que d'autres sont blessés et dans un état grave. Comment vous vous préparez lorsque vous allez couvrir
un sujet que vous savez difficile? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de préparation. Il y a la préparation mentale et je pense que l'idée, c'est vraiment de se mettre dans ce... C'est très important de rester concentré et vraiment même ancré pour avoir... Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les capacités, l'ouïe, la vue, tout, à l'instant T, qui soient complètement en fonctionnement total, on va dire. Et puis, il y a vraiment la préparation aussi au niveau de l'équipement, de ce qu'on va emmener, que ce soit le casque, le gilet pare-balles, etc. Et moi, je tiens à préciser tout de même que bon, je porte énormément d'admiration pour les reporters qui sont sur le terrain, notamment ceux à Gaza, et qui vivent ces conflits au quotidien, et que je n'ai pas encore couvert de conflits. J'ai été dans des situations tendues, que ce soit pendant la révolution à Tripoli ou que ce soit à Ain el-Helwé, mais je n'ai pas couvert de conflits et je préférais aussi le préciser par souci d'honnêteté parce qu'on a des journalistes qui vraiment risquent leur vie au quotidien et c'est absolument impressionnant. Et je les remercie aussi au passage parce qu'ils prennent vraiment un risque considérable pour nous informer et au-delà du fait, vous l'avez mentionné, qu'ils prennent des risques dont ils sont conscients parce qu'ils peuvent être des dommages collatéraux, mais certains sont aussi visés directement. Et donc voilà, et pour revenir à la préparation, oui, on essaye de rester concentré, on essaye de faire attention. Je pense que selon les endroits aussi où je vais Liban, ça peut m'aider d'être occidental, mais parfois c'est peut-être aussi beaucoup moins le cas, peut-être dans certaines régions. Donc c'est aussi un paramètre que j'essaie de prendre en compte. Par exemple, ça peut être entre guillemets, je ne vais pas dire handicap, mais ça peut être plus compliqué parce que vous pouvez aussi servir de monnaie d'échange dans certaines zones qui sont des zones difficiles, on va dire ça comme ça. Oui, je pense que c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute et entre guillemets de ne pas la ramener, quoi, de partir du principe que on ne sait rien et que c'est aux autres de nous expliquer et pas de prétendre connaître ou de calquer ce qu'on a vécu sur ce qu'ils ont vécu, surtout qu'on n'a pas forcément toujours le même mode de pensée et le même vécu quand on a grandi dans un pays qui est totalement différent. Donc je pense que ça fait partie du travail. Et après, c'est vrai que souvent, je suis accompagnée d'une des personnes qui travaillent avec nous, soit d'un journaliste ou d'une journaliste libanaise, soit d'une des personnes qui travaille avec nous, qui fait office de fixeur. Et ça, c'est important de souligner parce qu'ils font aussi un très bon travail et ils aident à la préparation. Bien sûr. Et vous sentez-vous que parce que vous êtes française, est-ce que vous sentez que votre mission est double? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'informer à partir d'ici Beyrouth aux Libanais, mais aussi de faire parvenir un message, notamment aujourd'hui avec ce qui se passe au Liban Sud, en France? Oui, beaucoup. Je me suis un peu donné ça pour mission parce qu'il y a beaucoup de clichés sur le Liban, malheureusement, et beaucoup de clichés de manière générale sur le Proche-Orient, sur le Moyen-Orient. Et c'est dommage parce que ça a été énormément déformé. Alors bien sûr, il y a certains conflits, il y a une forme d'instabilité, mais c'est important aussi de montrer qu'il y a des visages derrière, qu'il y a des humains derrière, et aussi qu'il y a des choses qui vont, qu'il y a des choses qui fonctionnent, qu'il y a des personnes justement qui s'investissent. Et que, voilà, au-delà des clichés qui peuvent être véhiculés, que c'est un pays où il y a énormément aussi de voix qui s'élèvent, d'actions qui sont faites, d'actions qui sont mises en place, et que tout, même si les difficultés auxquelles font face les Libanais sont énormes, que tout n'est pas négatif et qu'il y a aussi des choses très positives qui se passent, malgré le contexte actuel, encore j'insiste, que vous venez d'évoquer, qui est extrêmement difficile au sud du Liban. Exactement, et c'est un beau message d'espoir. Zeyna, dans 2 jours, vous allez couvrir les événements dans le sud. Parce qu'à la MTV, les journalistes sont missionnés à tour de rôle pour couvrir cette zone aujourd'hui difficile. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment se passe cette préparation? En fait, c'est le même chemin que Victoria a déjà expliqué. C'est très important de se préparer psychologiquement avant de se préparer physiquement, avoir les idées claires et nettes, bien lire avant de partir de quoi il s'agit. On appelle notre correspondant au sud pour qu'il nous explique un peu le terrain, qu'est-ce qui se passe. On a toujours un numéro en cas d'urgence, mais c'est très important d'avoir les idées lucides, claires et nettes, bien être informé et
Et c'est ça, c'est très important. Ah, et c'est très important de faire le fact-checking avant de dire n'importe quel mot sur le live, ce qui se passe, parce que, et ça prend beaucoup du temps, parce que tu es bombardé par des nouvelles et par des événements, et tu n'es pas sûr qu'est-ce qui est le vrai du faux. Alors faire le fact-checking, appeler plusieurs sources, d'être très, très, très prudent de ce qu'on dit dans notre live, parce que c'est une question de guerre, de vie. C'est pas une question qu'on est en train de diffuser des choses légères ou bien tout. C'est la guerre. C'est une très grosse responsabilité aujourd'hui. Exactement. Et il faut bien choisir les mots. Les mots, c'est très important de les choisir. Un mot exact, direct, être très objectif et donner la voix à tout le monde, être équitable avec tout le monde. Mais c'est très important de faire un exercice de choisir les mots. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis totalement d'accord. Et aussi arriver à gérer cette surstimulation, parce que c'est vrai que les informations arrivent, comme vous le disiez, de part et d'autre. Et du coup, on a vraiment c'est une concentration intense sur une durée parfois limitée ou illimitée dans le cas de conflit. Donc il faut vraiment être complètement alerte. Et c'est un exercice mental qui est quand même assez particulier, mais qui est stimulant aussi. Bien sûr, parce que lorsque vous êtes en live, en direct à la télé, le direct peut durer dans le temps. Il faut savoir quoi dire. Parfois, ça dure plusieurs minutes, même si vous n'avez préparé qu'une seule minute, mais il se passe des choses. Et donc, il faut aussi être très fort et vraiment mentalement très, très préparé. Très préparé, en plus d'avoir aussi beaucoup d'informations. Ne se limitez pas à quelques informations. Il faut avoir beaucoup d'informations, parce que couvrir une guerre, ce n'est pas comme couvrir un événement, comme vous avez dit, léger, ou bien une manifestation, ou bien c'est très, très, très critique. Oui, et vous Zena, d'ailleurs, c'est pas compliqué pour vous qui aimez les sujets culturels, que vous couvrez énormément, mais en même temps, vous faites de plus en plus de sujets sociaux difficiles. Comment est-ce qu'on peut passer d'un sujet à l'autre facilement? C'est une question d'expérience et c'est une question de personnalité. Et c'est une question, bien sûr, de culture. En plus, c'est un défi pour moi. Parce que maintenant, pour moi, je suis en train beaucoup de lire à propos d'Israël, de la Palestine, de ce qui se passe tout autour de nous. Alors, c'est un défi et c'est en plus une culture en plus. Mais un journaliste qui a de l'expérience, il attrape tout de suite les sujets et ça ne devient pas très difficile pour lui. Et il devient tout de suite expert dans un sujet s'il a l'expérience. Mais c'est très facile de passer d'un sujet ou bien à un autre. Moi, je trouve que c'est très facile. Ça, c'est l'expérience qui le dit. Je voulais revenir à Rissam Abdallah. On pense à sa famille, bien sûr. Quel effet, ça a été une onde de choc pour le milieu journalistique. Que ressent un journaliste lorsqu'il perd un collègue? On sait que c'est dangereux d'aller couvrir le Sud-Liban, mais on ne s'attend pas à ce qu'un collègue décède dans des circonstances pareilles. Ça a été... je sais que chez moi, ça a suscité beaucoup de colère. Je pense qu'on est beaucoup, quand on a eu l'alerte, on a su que des journalistes avaient été potentiellement visés au Sud-Liban. Je pense qu'on est beaucoup à s'être dit, malheureusement, il y en a sûrement qu'on connaît. Et quand on voit la photo, de près ou de loin, j'entends, parce qu'on se connaît tous, c'est un petit monde. Oui. Et quand on voit la photo apparaître sur le téléphone, ben, ça fait le double choc. Il y a le choc de la personne qu'on connaît de près ou de loin, qu'on a vu, qu'on a aperçu, avec laquelle parfois on échange ou avec laquelle on était proche. Et ça nous touche aussi parce qu'on est journaliste. Et on se dit, mais mince, en fait, il y a une forme d'injustice parce qu'on sait pourquoi on fait ce métier. On sait qu'il y a des risques. On sait qu'on peut être indirectement touché. Mais il y a toujours ce doute de est-ce qu'on peut être visé. Et là, les éléments pointaient sur le fait que les journalistes avaient été visés. Il n'y a pas eu d'enquête. Donc, ce n'est pas à moi de me prononcer, même si j'ai mon avis sur la question. Bien sûr. Et voilà, il y a cette chose de se dire, mais en fait, on est là pour informer, on prend des risques. Les journalistes étaient tous dans une zone démarquée, ils étaient tous identifiés comme presse. Et de voir ça, au-delà des mots, il y a eu les sensations. Et chez moi, je sais que c'était beaucoup de colère et d'injustice.
voilà, c'est Ouais, très émouvant. et vous, Zéna, est-ce que vous sentez que cela vous freine pour les prochains sujets qui sont à risque? Ou vous sentez que ça vous a rendu très triste, en colère, mais que lorsque nous sommes journalistes et que nous avons à couvrir sur le terrain, on va jusqu'au bout? Oui, ça fait partie de notre travail. On est comme les médecins. Ce n'est jamais, ça ne nous freine pas. La peur ne nous freine pas. Les risques ne nous freinent pas. Quand on aime ce métier, on aime ce métier jusqu'au bout. On est comme les médecins, on ne peut pas dire non, on ne peut pas, j'ai peur, j'ai vu ce qui s'est passé avec Wissam ou bien d'autres collègues. Non, si tu aimes le journalisme, tu aimes le défi, tu veux être là pour les gens, tu veux transmettre la vérité. Et non, au contraire, pour moi, ça crée un défi. Non, je ne sais pas si vous êtes comme moi, Victoria. C'est le bon mot, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout, il faut prendre le temps de digérer. Mais ça peut être ça peut être un moteur et je pense que c'est important de le convertir en moteur et c'est aussi une manière de rendre hommage en fait à ceux qui n'ont pas réussi à mener leur mission jusqu'au bout. C'est de se dire, nous on va y aller, on va prendre la relève et voilà, il y en a d'autres qui vont prendre la relève, il y a aussi une nouvelle génération et c'est de garder ce cap. Et je trouve que vos mots sont très justes justement à ce sujet. Très beau message de courage, mesdames les reporters avec nous. On va écouter Carmen Joukhadar depuis son lit d'hôpital qui s'est confiée en exclusivité à ICI Beyrouth. Ce qu'on a vécu le 13 octobre, c'était horrible. Le 13 octobre, nous étions, moi et Elie, à Nakoura. Et du coup, quand on a vu les nouvelles qu'il y a quelque chose qui se passe à Al-Mashab, on a décidé d'aller là-bas. Et quand on est arrivé, on a choisi une place qui est vraiment, on peut dire qu'elle est découverte, que sur une colline, tout le monde peut nous voir, on peut voir tout. Et tout ce qui s'était en train de passer était de l'autre côté, sur une autre colline qui était vraiment distante de nous. Et on a commencé à filmer, j'ai fait mon premier live. Et dans ce live-là, j'ai dit qu'il n'y a pas de tir de notre côté, j'ai tout montré. Il n'y a rien, tout est calme de notre côté et tout ce qui se passe, c'est dans l'autre colline. On a même vu un hélicoptère Apache dans le ciel, on l'a filmé et j'ai dit dans ce live-là, je ne sais pas si cet hélicoptère a un rôle de découvrir la place où on est, ou de découvrir là où les bombardements se passent, ou c'est juste où elle a autre rôle. Et apparemment, l'autre rôle, c'est de nous tuer. Malheureusement, de nous tuer. C'était pas la première attaque. Le 9 octobre, moi et Elie et notre collègue Zain Shamseddine, on était à Marwahin. Les Israéliens ont envoyé un hélicoptère et encore une fois, un roquette était lancé derrière nous. Et on a dit ce jour-là, peut-être c'est nous, we are the targets, mais on a continué notre boulot parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de vérités à dire, et c'est pour cela qu'on était au sud depuis le premier jour. C'était avant quelques minutes en fait, et après on fait le deuxième live, il y a les autres collègues qui viennent, Issam, Dylan, Christina et les autres, et on parle aussi de la situation une autre fois, et à 18 h, on avait le troisième live. Et je me rappelle très bien de ce moment parce que Issam m'a appelé, il m'a dit que j'ai une question à te poser, on a parlé un peu, puis les employeurs ont dit, de la MCR m'appellent, ils me disent on a besoin de faire un test caméra. Je fais le test caméra et quelques secondes, tout a changé. C'était les secondes qui ont changé la vie de tout le monde, de cette personne qui était là-bas. Elle s'en est plus là. Christina souffre jusqu'à ce moment.
Puis moi j'ai couru vers notre voiture et il y a cette fraction de seconde où je pense que il ne faut pas rester à côté de la voiture. Et quand j'ai décidé de courir, deuxième roquette sur la voiture, directement sur la voiture d'Al Jazeera. Je suis blessée, Ellie aussi, et les autres amis maintenant, ils sont des amis. Dylan n'est plus un collègue, c'est un ami aussi. Et c'était la folie, quoi. J'ai appelé le bureau, j'ai essayé d'avoir un support, ambulance, n'importe quoi, parce qu'on était un peu in the middle of nowhere. 30 minutes après, on a l'ambulance et vers les hôpitaux, chacun dans un hôpital, presque dans un hôpital. Je sais pas franchement, mais il y a toujours de meilleurs choix à faire. Et peut-être si elle aurait pu avoir une autre aide, un hélicoptère pour la ramener à Beyrouth par exemple, sa situation pourrait être meilleure. La colère. Dans notre cas, on a pris toutes les mesures, toutes les mesures. Quand on a choisi cette position, tout était pris en considération. La distance de l'autre colline, on portait nos vestes, nos casques, tout, on a informé tout le monde, tout ce qui est en rapport avec cette position ou cette bataille. Mais la personne ou ceux qui ont décidé de nous tuer, c'est les Israéliens. Très clairement, ils ont envoyé un hélicoptère pour nous tuer. Et personne ne peut couvrir, ne peut protéger des Israéliens. Non, jamais de la vie. Premièrement, je suis fière du support que j'ai eu de la chaîne Al Jazeera. J'avais un support inimaginable. Premièrement, quand ils ont dit clairement que c'est Israël. Ça, pour moi, c'est très important parce que ce qui se passe autour de nous et cette colère que j'ai moi et Dylan et les autres, parce qu'il y a quelqu'un qui veut dire que bon, on ne sait pas qui a tué Issam Abdallah, on ne sait pas ce qui a fait ça à Carmen, on ne sait pas ce qui a fait à Ellie, Christine, à tout le monde. Non, mais nous, on sait. Et la chaîne était claire, disant que Israël a essayé de tuer nos journalistes. Et moi, je suis vraiment très fière de ça. Et après tout, moi, j'ai choisi ce trajet, ce passage, ce métier, j'ai choisi ça et je sais très bien qu'il y a des difficultés. Mais bon, c'est ce que je veux, dire la vérité, approcher jusqu'au maximum. Mais moi aussi, je sais qu'il faut prendre des mesures. J'ai pris toutes les mesures, tout. Et maintenant, c'était pas ma faute. Mon message, c'est pas juste moi, c'est les journalistes dans le monde entier. Je suis une des journalistes qui ont vécu, beaucoup vécu, surtout les journalistes en Palestine, surtout les journalistes à Gaza. Ils ont tué, je ne sais pas combien jusqu'à ce moment. Premièrement, mon message à ces journalistes-là, soyez prudents, soyez forts. Vous êtes en train de changer la narrative d'une façon ou une autre. Et pour les autres gens qui n'ont rien à voir avec notre métier, c'est Israël. C'est Israël.
Alors, c'était Carmen Joukhadar, depuis son lit d'hôpital. Carmen qui a été blessée. Christine Rassi, qui a été grièvement blessée et qui est encore aux urgences. On suit sa situation de très près. On pense à elle. On pense aussi aux journalistes qui étaient avec eux, des hommes. Et on espère que tout le monde ira bien le plus rapidement possible. Je reviens vers vous, mesdames, en plateau. Alors, Zena, un message pour conclure. Un dernier mot, un dernier message à dire. Ce qui se passe à Gaza, la guerre et tout, j'aimerais bien dire qu'une maman qui est à Gaza et une maman qui est au Liban, ou bien une maman en Chine, ou bien une maman en Europe, bien sûr, les mamans ont le même sentiment quand ils perdent un enfant ou bien un enfant est kidnappé. Pour moi, je veux dire qu'on ne choisit pas ni notre nationalité, ni notre pays, ni notre couleur, ni notre confession. Alors, c'est pour cela un journaliste, dans son message, il doit toujours semer la paix et non pas la haine. Aujourd'hui, avant de venir aussi, j'ai vu le présentateur de la chaîne El Red qui a pleuré dans le studio quand il parlait des enfants de Gaza. Et pleurer devant les spectateurs, c'est un message de paix. Je ne peux pas entendre un journaliste qui parle de la haine pendant la guerre. Notre mission en tant que journaliste, c'est de parler tout le temps de la paix, parler tout le temps de l'humanité. Tout le monde dans la guerre est touché et il ne faut pas prendre parti avec les gens et les civils. Tout le monde, pendant la guerre, paye le prix, et surtout les citoyens et les civils. Bien sûr, cette zizanie dont Zena parle, elle doit aussi, on doit l'effacer aussi entre journalistes. Ça veut dire que sur le terrain, il y a de très nombreuses chaînes qui envoient des reporters. Il y a une certaine compétition, mais cette compétition ne doit pas mener à la zizanie. Je suis totalement d'accord, surtout quand il s'agit de couvrir des événements qui sont aussi sensibles et aussi difficiles. Je pense que dans ces cas-là, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment la solidarité qui doit primer et toujours garder à l'esprit que on est regardé par des gens, on est regardé aussi par de potentiels futurs journalistes et que c'est très important aussi de penser que, à former la prochaine génération, à être bienveillant envers cette génération parce que plus il y a de journalistes, compétents et qui parviennent justement à traiter ces sujets avec humanité et courage, comme beaucoup le font, plus on est à gagner et à faire passer un message et à réussir notre métier finalement. Il faut mentionner que nous, les journalistes libanais ou bien étrangers, on est en train de travailler pour faire l'investigation concernant Issam Abdallah et ses collègues et on va beaucoup travailler pour avoir la justice pour Issam et ses collègues et on travaille beaucoup sur l'investigation au niveau national et international. Ça, c'est très important. Ça, c'est un très beau message de fin. C'est un message d'espoir. Merci Zena, merci Victoria. C'était une émission très intéressante avec deux reporters qui n'hésitent pas à prendre des risques pour couvrir l'actualité au Liban, une actualité difficile et dangereuse. Une femme, une histoire spéciale reporter. Retrouvez-moi la semaine prochaine avec de nouvelles invités. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.